suis heureux d'inaugurer une série peut-être de conférences. Et le titre aujourd'hui, je vais vous partager l'écran maintenant pour que vous puissiez avoir accès à mes diapositives. Je suppose que vous les voyez bien maintenant. Et vous voyez donc le principal, si on peut dire, d'aujourd'hui, c'est la photo d'Edgar Cayce lui-même. Et le titre de la conférence, donc j'ai dit bienvenue, bien sûr, c'est Edgar Cayce, donc on prononce Cayce, enfin la plupart d'entre vous le savent, puisque je vois qu'il y a beaucoup de membres de les Harry ou de groupes de Cayce, et ceux qui ne le savent pas, donc ça se prononce Cayce, sa vision du nouvel âge. Donc le titre de la conférence est centrée sur le nouvel âge, mais bien sûr, comme il y a peut-être des personnes qui connaissent pas très bien Edgar Cayce dans l'assistance, je vais quand même présenter un peu des informations sur sa vie ou sur ce qu'il a dit. Je commence en fait par une diapositive qui est la pensée du jour, puisque quand on est membre de l'EHARI, c'est l'Association for Research in Enlightenment. Ça ne se traduit pas vraiment en français parce que le mot enlightenment, qui signifie illumination, ça sonne pas du tout bien en français, donc laissons la dénomination anglaise. Et donc, quand on est membre de cette association, on reçoit des pensées qui viennent des lectures d'Edgar Cayce. Donc, on va développer le sujet dans quelques instants. Et une des pensées, la pensée qui était pour aujourd'hui, c'est: votre destinée dépend de ce que vous ferez par vous-même en relation avec votre idéal. Vous voyez que c'est tout un programme. Et chaque fois qu'il y a une pensée, c'est en effet tout un programme. C'est évidemment en anglais que tout ça a été dit. À l'heure actuelle, il y a une tendance aussi à mettre les lectures d'Edgar Cayce, enfin ce qu'il a dit en anglais tel que lui l'a dit, mais aussi à le traduire en anglais moderne parce que parfois sa manière de dire les choses était un peu compliquée ou avec des formules un peu anciennes en anglais. Alors, tout ce que je vous demande à vous, à moi aussi d'ailleurs, c'est d'avoir une attitude d'ouverture d'esprit, puisque c'est un sujet un peu particulier dans lequel nous allons voyager. Et donc, c'est un petit peu comme si je vous demandais d'imaginer que nous faisons une promenade et que nous sommes dans une galerie commerçante ou dans une rue commerçante. Et puis voilà, il y a toutes sortes de magasins, il y a une boulangerie, une épicerie, un magasin de vêtements, une bijouterie, de l'électroménager, etc. Et donc tout d'un coup, ben, nous pouvons nous dire, ou moi je peux me dire: «Ah ben, je vais acheter un pain». Et puis, si vous achetez du pain, ben, vous faites éventuellement l'expérience du pain. C'est-à-dire, vous avalez et vous intégrez le pain, il fait partie de vous-même. Et donc, c'est un peu ça aussi, les conférences, c'est à quel point nous avalons ce que le conférencier dit, parce que c'est pas toujours facile à avaler tout ce que je vais vous raconter, à moins que vous connaissiez très bien Casey et que vous soyez déjà des membres habitués, hein. Et donc, quand on a avalé le pain, c'est comme en anglais, hein, the proof of the pudding is in the eating, c'est-à-dire, on peut dire à ce moment-là: «Est-ce que le pain, il est bon pour moi?» Voilà. Et donc je vous fais 2 petits rappels à ce sujet-là. Il y a le fruit qui a été avalé par nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, hein, par Adam et Ève, ça c'était le 1er fruit et bon, on a vu les conséquences. Et puis, le pain pour aujourd'hui, ben, il se fait que, Jésus, un jour aussi a fractionné le pain, comme on dit, il l'a donné à ses disciples et il a dit: «Voilà, vous pouvez l'avaler, c'est en quelque sorte comme si vous avaliez mon corps et mon sang, si vous buvez du vin aussi». Voilà, donc ce sont 2 rappels. Pourquoi je dis ça aussi aujourd'hui? Parce que nous sommes en fait, le jeudi saint, donc voilà, c'est le jour de la dernière scène et pour ça, il est bon parfois de faire des connexions. D'ailleurs, vous en aurez tout le temps durant ma conférence, c'est pas par hasard que je dis ça, hein. Alors, on pourrait déjà dire que tout est dit parce que, heu,
un des messages principaux de Casey, c'est de dire finalement: «Vivez, faites les expériences et de là, vous aurez la connaissance. Votre connaissance résulte de votre expérience. Elle ne résulte pas de tout ce que vous avez appris à l'école, elle résulte de ce que vous faites, de ce que vous mettez en pratique». Et donc, il y a une phrase en anglais qui est là et puis traduite en français, car c'est dans l'application et non dans la connaissance que la vérité fait partie de toi-même. Bon, évidemment, on peut aussi discuter un peu sur certains mots, mais je ne suis pas en train de faire une discussion philosophique, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de l'exposé. Alors, Edgar Cayce, sa vision du nouvel âge, je vous donnerai une très brève introduction sur sa vie. Qui était-il? Une deuxième approche sur l'ouverture d'esprit. Puis, qu'est-ce qu'une lecture? Puisque c'est à partir de là qu'on a un matériel assez incroyable de 14 306 lectures, ce qui représente des milliers de pages, évidemment. Et tout ça, sont des pages dactylographiées à l'époque, hein, donc des pages A4. Enfin bon, on ne va pas discuter sur le format des pages. Mais les thèmes donc, qui ont été évoqués dans les lectures, les grands thèmes, sont la santé et la médecine. C'était principalement pour cela qu'on faisait appel à lui. Et je vous dirai un mot sur la médecine du futur. Il y a 9 603 lectures qui étaient en rapport avec la médecine, la santé. Il y a eu des lectures sur les facultés psychiques, à partir desquelles il a donné sa formule Mind is the Builder, on en reparlera. Des lectures sur le sens de la vie, le karma, la réincarnation. Là, je n'en parlerai pratiquement pas. Si vous avez des questions, vous les poserez. Donc, il y a 1920 lectures à ce sujet-là. Il y a des lectures sur l'histoire de l'humanité, sur les religions, les anciennes civilisations. C'est aussi un sujet assez particulier par rapport à ce qu'on peut lire ailleurs, en tout cas dans l'enseignement classique par rapport à ce que Casey dit, on ne s'y retrouve pas, il y a pas mal de choses à discuter. Alors, il y a eu d'autres sujets qui ont été évoqués, des sujets concernant les affaires, l'économie, le business, etc. Pas mal sur le rêve, 603 lectures sur le rêve et des lectures sur l'évolution spirituelle, les groupes spirituels, etc. Le sujet principal pour aujourd'hui, c'est Edgar Cayce et l'avenir de l'humanité, donc sa vision du nouvel âge en particulier. Je parlerai de certaines prédictions. Il y a deux sujets là-dedans. Le premier sujet, c'est les prédictions, c'est-à-dire quand il a donné des informations sur des changements de géographie ou des choses qui concernent des découvertes archéologiques ou des choses personnelles. C'est différent dans la manière de vous exprimer, de vous expliquer les choses. C'est différent de sa vision du nouvel âge. C'est pas vraiment des prédictions. Sa vision du nouvel âge, c'est autre chose. C'est ce qu'il a appelé aussi l'âge d'Ulysse. L'Ulysse, c'est pas celui de la guerre de Troie, hein, c'est le lys, la fleur de lys. On en parlera tout à l'heure. Mais il a parlé des cycles astrologiques, hein, vous connaissez l'ère du Verseau, la venue d'un nouveau type humain. J'ai traduit type humain parce que quand on dit New Root Race, race, le mot race est très mal vu à l'heure actuelle. Ça fait tout de suite un contexte raciste et c'est pas ça du tout qu'il a voulu dire, évidemment. Donc, c'est toujours un problème aussi avec certains mots de pouvoir donner des bonnes traductions ou des bonnes explications. Alors, dans sa vision du nouvel âge, on va y revenir, donc la connexion au divin, l'interconnexion des êtres humains et finalement quelques conclusions. Voilà. Alors, qui était Edgar Cayce? Il a vécu de 1877 à 1945, 1877 pour les Français, chacun sa langue. Et je me base ici en partie sur le site justement de l'Alliance Edgar Cayce et aussi sur une petite brochure qui a été éditée par René Henry et qui s'appelle
Edgar Cayce, vu l'ensemble de sa vie et de son œuvre, mais en fait, je vais très peu parler de ça. Il y a parmi les assistants maintenant à l'écran, Jean-Jacques Surbec, qui est un spécialiste de la bibliographie de Cayce. Donc, si vous avez besoin de références particulières, je crois que c'est bien de faire appel à lui. C'est vraiment le spécialiste, même plus que les personnes de Léa Henry, parce qu'il a fait une bibliographie internationale, ce que les gens de Léa Henry à Virginia Beach n'ont pas fait jusqu'à présent, semble-t-il. Alors, Edgar Cayce, ben voilà, c'est une photo de lui en 1910, donc à l'âge de 33 ans exactement. Il est né en fait le 18 mars et il est mort le 3 janvier 1945. Il est né dans un contexte de l'Amérique profonde, de Middle West, de la Bible Belt, comme on dit, la ceinture de la Bible, où tous les gens ont une Bible dans la poche pour aller travailler dans les champs. Et il était dans un contexte paysan, travailleur de la terre, etc. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à sa famille, mais est-ce qu'il avait des dons quand il était petit? Ben oui, quand même, on dit que c'est un homme ordinaire, qui était un petit peu comme tout le monde, mais en fait, il n'était pas tout à fait comme tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que quand il était dans son état particulier de conscience dont on va parler, il avait alors des dons beaucoup plus extraordinaires encore. Mais à l'état conscient, Casey, par exemple, quand il était, assez jeune, il a joué aux cartes comme tout le monde, mais il a abandonné le jeu de cartes parce qu'il devinait toutes les cartes de ses adversaires. Alors, c'était plutôt embêtant de jouer aux cartes et de savoir déjà tous les jeux des personnes avec qui on joue. Quand il était petit, il voyait aussi des défunts qui se promenaient dans le jardin. Il allait parler avec des êtres spirituels aussi, comme on dit les fées, enfin des êtres, des elfes, des choses particulières. Et une chose qu'il a eu toute sa vie, c'est de voir les auras des personnes. Il voyait les auras en couleur autour des personnes. Il a eu une expérience très particulière, mais qui a été limitée dans le temps quand il était à l'école. C'est qu'un jour, il s'est endormi sur un livre alors qu'il devait connaître sa leçon, mais il était très fatigué. Et en étant endormi sur le livre, son père s'énervait, il disait: «Bah, il connaît pas sa leçon, il s'endort» et cetera. Et une fois qu'il était réveillé, il avait une espèce de mémoire photographique du livre qui fait que son père l'interrogeait et Edgar Cayce récitait carrément toutes les pages, en donnant les paragraphes, telle ligne et cetera. En fait, c'est assez extraordinaire. Il a eu ce don pendant quelque temps, mais ça a disparu après. Il a quitté l'école à 14 ans et il a commencé à faire une première lecture, si on peut dire, le 31 mars 1901, parce qu'il était lui-même malade. Enfin, il avait une extinction de voix et on avait trouvé un hypnotiseur de foire comme ça se faisait à l'époque, enfin il y en a encore à l'heure actuelle, cet hypnotiseur, avait réussi à lui faire recouvrer la voix, mais il rechutait. Alors on a dit: «Mais dans le fond, il pourrait peut-être dire pendant qu'il est en hypnose, comment il pourrait se guérir». Et en effet, l'hypnotiseur en question lui a dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour, améliorer les choses de manière définitive?» Il a donné la manière de faire et cetera. On ne va pas entrer dans le détail, et à partir de là, on s'est dit: «Puisqu'il est capable de donner des diagnostics pour lui-même et de proposer des traitements, peut-être qu'il est capable de le faire pour d'autres personnes». Et en effet, il y a d'autres personnes qui ont fait appel à lui en disant: «Voilà, il y a monsieur ou madame un tel qui souffre de telle ou telle maladie. Est-ce que vous pourriez dire, ce dont il souffre et ce qu'il faut faire?» Donc Casey n'était pas du tout un guérisseur, hein. Parfois on dit qu'il était guérisseur, il n'était pas guérisseur du tout, mais il était, on va dire un médecin diagnosticien, un peu comme les médecins actuels, hein. Nous, on est là pour faire des diagnostics et proposer des traitements, mais c'est pas nous directement qui guérissons les malades en général, hein. Bah, c'est un peu la même chose pour Casey. Et puis alors, progressivement, les lectures sont devenues un peu
son mode de vie, il en faisait 2 par jour en moyenne. Il a été photographe pendant un temps, enfin voilà, on va pas entrer dans les détails et en 1931, suite au groupe qui s'était mis autour de lui, il avait des personnes autour de lui, qui étaient fort intéressées par son travail, ben, ils ont fondé, une association qui s'appelle donc ARE, Association for Research and Enlightenment. L'enlightenment en anglais a un sens positif parce que ça correspond à l'âge des Lumières, hein, ou Aufklärung aussi en allemand. Donc c'est l'époque des Lumières, au XVIIe, XVIIIe siècle, hein, qui a eu qui a donné, disons, un essor au niveau des connaissances, plutôt dans le sens rationnel en Europe. Mais voilà, enfin, on ne va pas s'étendre sur l'histoire de l'Europe. Et à partir de là, ben, cette association existe toujours, puisque maintenant, quelques personnes qui sont dans l'Assemblée sont membres de cette association. Et cette association se situe à Virginia Beach. Là, vous pouvez avoir tous les renseignements, évidemment. Là, c'est un petit logo que l'on voit habituellement sur le site ou sur certaines publications. Et vous voyez tout de suite sur le petit logo Body, Mind, Spirit, c'est-à-dire une des caractéristiques des lectures de Casey est d'avoir proposé une conception ternaire de l'être humain qu'il n'a pas inventé, évidemment, puisque ce n'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est de la remettre à l'ordre du jour par rapport à notre conception binaire habituelle, corps-âme ou corps-esprit. Voilà, on va y revenir. Et comme il est mis sur le site de l'Alliance, Edgar Cayce, c'est un homme ordinaire aux capacités extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme capacité? Ben, il était quand même visionnaire, clairvoyant, en tout cas, quand il était dans son état particulier de faire des lectures, on va en parler dans quelques instants. On a dit qu'il était, médium. En fait, c'est pas un médium au sens habituel du terme parce qu'il vaut mieux réserver le mot médium aux personnes qui, travaillent avec les défunts, avec les personnes qui sont décédées. Il est vrai qu'il voyait des défunts, mais c'était pas la manière dont il faisait ses lectures. On a parlé du prophète parce qu'il y a un livre très célèbre qui s'appelle The Sleeping Prophet et donc on a traduit le prophète endormi parce que c'est vrai c'est une espèce de prophète du XXe siècle aussi. On a dit qu'il était un mystique parce que c'est vrai qu'il a eu des expériences spirituelles, religieuses, mais c'est aussi un homme ordinaire qui aimait la pêche et d'aller juste s'asseoir au bord d'un lac et de voir si les poissons arrivaient, et puis voilà. Ceci, c'est une copie d'un extrait de presse qui est paru dans le New York Times le 9 octobre 1910, parce que à l'époque, quand même, il avait choqué un peu certaines communautés journalistiques et médicales. Et donc, il y avait des médecins qui étaient passés chez lui. Et on savait qu'il avait dit des choses quand même assez extraordinaires. Et donc la une, c'était pas la une, mais c'était une page complète du journal quand même qui lui était consacrée, où on disait qu'un homme illettré devient donc docteur quand il est hypnotisé, et ça choquait un peu les médecins de l'époque, évidemment. Enfin, quand on dit illettré, c'est beaucoup dire, hein, parce qu'il savait lire et écrire, il n'y a pas de problème. Hein, illettré au sens académique du terme. Alors, et c'est toujours lui. Ah oui, ben, en fait, quand on lui disait, mais vous, qu'est-ce que vous diriez de vous-même? Parce qu'on disait, oui, il est clairvoyant, il est médium, il est ceci, il est cela. Mais lui, il disait, mais si vous voulez me définir, moi, la seule chose que je voudrais que vous puissiez dire, que je mérite qu'on puisse dire, que j'espère mériter, parce qu'il ne disait pas qu'il le méritait, mais parce qu'il était très humble, mais il disait, dites si je suis juste selon les lois de Dieu. C'est tout ce qu'il voulait, c'est être juste selon les lois de Dieu. Donc vous voyez que son ambition n'était pas très élevée, en tout cas dans le sens humain du terme.
Alors on revient aux questions d'ouverture d'esprit puisque vous voyez qu'il a touché, à des choses assez bizarres que je vais vous développer, mais je vais quand même déjà vous dire qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter. Par exemple, si je vous dis, ben, hier j'ai été me promener sur la lune, bon, ah bon, voilà, mais alors je vous dis: «Ah bah oui, mais j'étais en rêve, hein». Ah bon, OK, ça va, ça on peut l'accepter évidemment. Mais alors si je vous dis: «J'ai été sur la lune avec mon corps astral», déjà ça va poser des questions. Qu'est-ce que c'est ce corps astral? Ça n'existe pas, on n'a jamais prouvé cette histoire et cetera. Donc ça commence à poser des questions. Si je vous dis alors que j'ai été en chair et en os sur la lune, là, on risque de me prendre pour un illuminé au mauvais sens du terme, puisqu'on sait qu'on ne peut pas respirer sur la lune, donc c'est un peu compliqué. Mais, donc ça nous pose, Edgar Cayce nous pose, la question de la limite entre le possible et l'impossible. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Autre exemple, quand vous allez en vacances, vous faites des photos, vous montrez les photos à tout le monde, vous avez fait des choses extraordinaires, vous avez vu des monuments extraordinaires, vous vous photographiez devant la tour Eiffel, devant la tour de Pise, devant n'importe quoi et on dit: «Ah, c'est formidable, c'est formidable» et il y a personne qui va remettre en question vos photos de vacances. Par contre, si vous avez un ovni sur la photo et que vous dites: «J'ai photographié un objet volant non identifié», ben, on va dire: «Tiens, ça c'est bizarre». Donc vous voyez, la manière dont on juge, les informations dépend évidemment de nos croyances. Les ovnis maintenant on dit, aussi PAN, hein, phénomène aérien non identifié, donc toutes ces dénominations changent éventuellement. Alors avoir l'esprit ouvert, c'est oui, qu'est-ce qu'on accepte, comme possible? Et là, je reviens justement à Casey parce que, Casey, durant tout ce qu'il a dit et qui paraissait vraiment extraordinaire, il a toujours défendu aussi l'idée de la pensée libre, que nous devons penser par nous-mêmes et que nous sommes libres de penser. Il, disait aussi: «Examinez les choses par vous-même et appliquez vos connaissances et vous verrez le résultat». Donc il n'a jamais voulu faire une école, un enseignement, une nouvelle, religion ou une nouvelle, un nouveau système philosophique. Il a toujours dit: «Tout ce que je vous dis, ben, prenez-le si vous voulez et puis vous verrez si ça vous convient». Et voilà, je crois que ça, c'est quand même un des fondements aussi de ce qui se fait, entre autres, quand les gens travaillent dans des groupes en rapport avec les informations d'Edgar Cayce. Alors, qu'est-ce que c'est une lecture? Reading en anglais. Alors, comment ça se passait? Donc, bon, après un certain temps, ils ont, fait un protocole, hein, puisque ça ne s'est pas fait directement comme ça, mais en général, il y avait un groupe, on dirait 3, 4, 5 personnes autour d'Edgar Cayce, avec une personne qui était, conducteur ou conductrice. C'était, sa femme en général, Gertrude, mais pas toujours, c'était aussi parfois d'autres personnes. Alors il commençait par une prière en commun parce qu'il y a toujours eu l'idée que dans les lectures, il y avait une connexion avec le divin, avec le monde spirituel et donc on ne fait pas ça, par hasard ou n'importe comment, il faut se mettre dans un état d'esprit particulier. Donc il commençait par une prière commune et puis Edgar Cayce se couchait sur un divan et puis, contrairement à ce qui est, indiqué souvent, on dit: «Oui, il était dans un état d'hypnose». Oui, on pourrait dire en effet, il était dans un état d'auto-hypnose, c'est-à-dire il induisait lui-même sa transe, hein. C'était pas quelqu'un qui lui disait, de faire ceci et de faire cela comme on le fait en hypnose, c'était plutôt lui qui entrait par lui-même dans sa transe et pour cela, il, mettait les mains sur son front, il commençait par mettre les mains sur son front et puis quand il voyait qu'une lumière apparaissait au milieu de son champ de vision, il avait les yeux fermés évidemment,
il se disait: «OK, ça va, je peux y aller» et alors il descendait les mains sur son plexus solaire, il prenait quelques respirations profondes et à ce moment-là, son entourage savait qu'il pouvait aller plus loin, qu'il était dans un état d'hypnose, d'auto-hypnose ou dans un état de conscience modifié ou une transe, enfin on appellera ça comme on veut. On a dit aussi qu'il était dans des états de méditation profonde, on pourrait dire ça aussi, hein, il était dans un état de conscience modifié, voilà, ou un état modifié de conscience. Alors à partir du moment où il était dans cet état-là, ben, la personne qui guidait la lecture lui faisait alors des suggestions après qu'il soit entré dans cet état-là. Et lui, à partir de ce moment-là, il n'était plus conscient de ce qui se passait autour de lui. On va dire, c'est son subconscient. Il a employé beaucoup le terme subconscient plutôt que inconscient. Tout ça, c'est des questions de vocabulaire, hein. Et comme beaucoup de lectures ont été données pour des conditions physiques, comme on dit, pour des maladies, des questions de santé, la personne disait: «Voilà, vous allez être en présence du corps de monsieur ou de madame une telle, qui est en ce moment à, par exemple, à Chicago», hein, admettons, et vous allez parcourir ce corps avec attention, vous l'examinerez en détail en parlant distinctement à un rythme normal. Vous décrirez les états pathologiques existants, fournirez la cause, vous indiquerez la façon d'y remédier, de soigner le corps, vous répondrez aux questions qui vous seront posées. Donc tout ça, c'était les préliminaires, si on peut dire. Et à partir de là, ben, on disait, voilà, monsieur ou madame une telle souffre de telle maladie, ou bien on ne disait rien du tout, et il commençait à parler après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parfois, le silence était assez long, ça dépend des moments. Et il décrivait, ce qui se passait dans la personne, mais pas seulement dans la personne, mais aussi, dans l'environnement éventuel de la personne. Et au moment où, il avait trouvé la personne, il disait: «Yes, we have the body». Oui, nous avons le corps, en quelque sorte. Et puis, on lui faisait, quand il avait terminé, en général 1/2 heure. Quand il avait terminé, on lui faisait une suggestion pour qu'il soit bien réveillé, en pleine forme, les yeux bien ouverts, bien conscient et cetera, en forme et on lui donnait cette suggestion de réveil après que lui-même ait dit: «Voilà, nous avons terminé». Donc c'est lui qui disait quand il avait terminé la lecture en quelque sorte. Voilà. Alors ces résultats, ben, sont assez extraordinaires et il y a des petites anecdotes aussi, entre autres le fait qu'un jour, il y a un bonhomme qui guidait la lecture, c'était pas sa femme cette fois-là, mais qui ici ne parlait pas, assez haut pour la personne en elle-même et cette personne disait en anglais évidemment, elle disait: «Up, up», plus haut pour dire, ben, parle un peu plus haut quoi, hein, comme on dit en français aussi. Mais à ce moment-là, Casey, au lieu de commencer à parler plus haut, il s'est élevé sur le divan, donc il a commencé à faire de la lévitation. Il s'est élevé à 15 centimètres, 20 centimètres au-dessus du divan et il était là, on va dire bêtement soulevé au-dessus du divan parce il avait mal compris ou son subconscient avait mal compris parce qu'on lui disait: plus haut», ben oui, il s'est élevé tout simplement. Ben voilà, mais c'est une anecdote très amusante, moi je trouve que c'est assez extraordinaire. Ça lui est arrivé 2 fois de s'élever comme ça pendant une lecture et une autre anecdote, c'est le timing, c'est qu'il y a un moment où on était capable d'enregistrer évidemment et on voulait enregistrer des lectures et on lui a dit: «Oui, les bobines, on doit les changer tous les quarts d'heure». Alors on lui dit: «Si vous voulez bien, vous allez arrêter toutes les 15 minutes». Alors il a dit: «OK», enfin il était dans son état de conscience modifié, hein et il dit: «OK». Et alors, 15 minutes exactement après, pof, il s'est arrêté, au point qu'il s'arrêtait
en plein milieu d'une phrase ou même quand il commençait un mot, comme s'il avait une alarme qui sonnait dans sa tête après 15 minutes. Enfin, c'est très amusant à voir des choses pareilles, hein, c'est assez extraordinaire. Alors, les résultats, c'est tous les thèmes qui ont été évoqués, qui étaient inattendus par rapport à au milieu dans lequel il vivait, hein. Si on se souvient qu'il est né dans une famille de paysans protestants du fin fond de l'Amérique, comme on dirait, ben, c'est assez étonnant tout ce qu'il a pu dire, hein. On va en parler, hein. Et pour les lectures, physiques, comme on a dit, pour la santé, la médecine, il est parti d'un principe très simple, qui est d'ailleurs le principe de tous les médecins aussi. Je vois que j'ai fait une faute, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Il a dit: «S'il y a un problème, si quelqu'un se plaint d'une de mes lectures, eh bien, j'arrêterai de faire des lectures». Jamais personne n'a pu dire qu'il avait fait du tort à quelqu'un. Heu, Quand on a eu des résultats, il n'y a pas d'études, enfin, il n'y a pas de publications scientifiques dans des journaux, comme on dit, à peer review et cetera, hein, c'était pas l'époque. Mais il y a des suivis des patients et on peut dire qu'il a eu, par rapport au suivi qu'on connaît, plus de 95 95 pour les Français, de pertinence dans ces diagnostics et ces traitements. Pourquoi ça n'a pas toujours marché non plus? C'est pas nécessairement parce que les lectures n'étaient pas, exactes, mais parce que les personnes ne suivaient pas les traitements, hein. Donc, là aussi, les personnes admettaient: «Bah oui, c'est vrai, j'ai pas suivi correctement le traitement». Alors, les grands thèmes, je vais quand même regarder moi-même l'heure parce que je ne la vois pas à l'écran. Oui, je vois que le temps avance nettement. Toujours plus vite qu'on ne le croit. Donc les grands thèmes, je vais dire nouveaux, parce que à l'époque, dans ce milieu américain, même les Américains cultivés, quand ils entendaient, des concepts orientaux comme le karma et puis la réincarnation aux États-Unis, à l'époque, c'était un choc, hein. Choc des cultures. Puis quand on a parlé de chakras, de centres spirituels, enfin les chakras pour Casey, il appelle ça, centre spirituel, hein. Quand il a parlé d'énergie, de vibration, de la Kundalini, parce que le mot Kundalini apparaît dans les lectures, hein, c'est un mot qu'ils ont dû aller regarder au dictionnaire, évidemment, personne ne connaissait ce mot-là dans son entourage, hein. Il a parlé d'astrologie avec des interprétations qui ne sont pas toujours celles qu'on trouve dans l'astrologie classique. Il a parlé de méditation à un moment où personne ne parlait de méditation, même dans la religion chrétienne, enfin très peu, hein, c'était pas le sujet à la mode, hein, et en parler comme il l'a fait, c'était très différent. Il a parlé très spécifiquement de la conscience du Christ. J'ai mis conscience du Christ, j'ai pas mis, Christ Consciousness, ce qu'on traduit assez souvent conscience christique, on va en reparler. Et il a parlé aussi des civilisations disparues, entre autres de l'Atlantide. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, donc je n'en parlerai pratiquement pas. Il y a trop de choses à dire, dont je ne peux pas parler. Alors, là où les sources de ces lectures, parce que, on va dire: «Mais d'où ça venait toute cette histoire? Comment il avait toutes ces informations?» Donc on lui posait des questions et il répondait à l'état, de transe, dans laquelle lui-même ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Alors après, on lui a demandé: «Mais d'où ça vient ce que vous racontez là, hein?» Alors il a dit: «Ben, ma source d'information, c'est que je peux me brancher sur l'inconscient des personnes». Donc il avait accès à la personne elle-même et à tout ce que la personne avait vécu ou à son corps physique aussi, puisqu'il faisait une espèce de scanner physique et en même temps accès à l'environnement des personnes. Comme autre anecdote, quand on lui disait: «Voilà, il y a monsieur un tel, il habite à Chicago, est-ce que vous pouvez bien faire une lecture?» Voilà, et on avait dit à cette personne, de se mettre, psychiquement en rapport avec Edgar Cayce, puisqu'à l'époque, c'était par, correspondance et on lui disait: «Oui, vous aurez une lecture tel jour, telle heure, mettez-vous dans l'état d'esprit d'ouverture pour que monsieur Casey puisse,
examiner votre corps, etc. Et ce monsieur Chicago, voilà. Alors Edgar Cayce commence la lecture et il dit: «Ah, ben, le monsieur il est pas là». Bah, il est pas là. Et alors après il dit: «Ah, il pleut à Chicago». Et puis alors il dit: «Ah voilà, le monsieur il est rentré chez lui». Et puis voilà, bon, ben, Edgar Cayce, il était à Virginia Beach, à 2 000 à 3 000 kilomètres de Chicago. Donc c'est assez étonnant. Après ça, on écrit à la personne ou bien peut-être à certains moments, on pouvait quand même téléphoner et la personne dit: «Ben oui, c'est vrai, j'avais dû faire une course dehors, j'ai pas pu être à la maison à l'heure prévue, mais je suis rentré et c'est vrai, il pleuvait à Chicago ce jour-là» et cetera. Donc vous voyez des informations parfois très précises et heu, très anecdotiques, mais intéressantes. Alors, l'autre, source qu'il a citée, Edgar Cayce, c'est le plus souvent ce qu'on appelle ou ce qu'il a appelé, ce qu'on a appelé en français, hein, parce que c'est une traduction, puisqu'en anglais c'est records, les Akashic Records, les annales akashiques, on dit en français, mais on parle aussi d'enregistrement akashique, mémoire akashique, il y a beaucoup de termes qui se recouvrent. Et Casey a appelé ça aussi «The Book of Life», le livre de vie, puisque dans les annales akashiques, il avait accès en quelque sorte à l'histoire de la vie des personnes. Heu Ben là, on peut le dire tout de suite aussi, l'histoire de la vie des personnes, on pourrait croire que c'est une histoire qui est écrite comme ça et oui, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. En réalité, comme dit Casey, c'est nous-mêmes qui écrivons notre propre histoire, hein, donc c'est pas quelque chose qui est écrit de l'extérieur, c'est quelque chose qui est écrit de l'intérieur. Et il a appelé ça aussi la mémoire de Dieu, ce qui est assez étonnant, mais comme pour dire, c'est la mémoire de l'univers, c'est vraiment là où on peut avoir accès à toutes les informations qui concernent l'histoire de l'univers et l'histoire des personnes. Mais il se fait que, c'est pas si évident que ça parce qu'à l'heure actuelle, j'ai mis ici différents des channel-isants. Bah, je mets channel-isant parce que c'est un petit peu péjoratif. J'aime pas toujours tous ces gens qui disent qu'ils ont des informations de tous les côtés, parce qu'on a l'impression qu'ils ont une vérité, mais en fait, il y a des différents channel-isants qui ont des vérités différentes, donc on se demande s'ils ont tous accès à la même vérité. Et donc pour Casey lui-même aussi, il disait que les informations dépendaient de l'état de conscience dans lequel il se trouvait lui-même. Et donc s'il y avait des perturbations dans sa propre vie ou même dans l'environnement des personnes qui étaient présentes pendant les lectures, il n'avait pas toujours la même qualité d'information. Et parfois, ils n'avaient pas accès à certaines informations. C'est pas comme si tout était évident et qu'on pouvait lire, comme si on arrive dans une bibliothèque et qu'on dit: «Ah bon, ben, vous voulez pas me donner tel livre?» et puis voilà, on a le livre automatiquement. C'est pas évident. C'est beaucoup plus, variable et en rapport avec les états de conscience qu'on l'imagine au départ. Donc c'est pour un peu disons, mettre un bémol à ce qu'on raconte maintenant. Tous les gens ont accès aux annales akashiques de différentes manières. Je ne sais pas comment ça se fait. Enfin voilà. Alors, il y a eu d'autres sources éventuelles des lectures de Casey, exceptionnelles. Enfin, il y a eu tout un temps où il y avait un ange qui s'appelait Alaliel qui lui a donné des informations, entre autres pour des prédictions. Alaliel disait qu'il était proche de l'ange, de l'archange Michael, mais Michael. Michel, archange Michel, hein, Saint Michel pour les chrétiens catholiques. Et en fait, Michael lui-même a un jour, pris la parole dans une des lectures de Casey, aussi en se nommant spécifiquement, en disant: «Moi, Michel». Voilà. Et parfois d'autres, informations d'autres personnes. Ce qu'il y avait, c'est que Casey sentait, comme il le disait, la présence du Christ. Donc il ne disait pas qu'il avait des informations directes, que c'est pas comme beaucoup de personnes aussi à l'heure actuelle disent: «Ah, le Christ m'a dit que», bah, ce qui est tout à fait possible, hein. Lui, il disait pas que le Christ lui parlait, mais il disait que le Christ était présent, comme s'il l'accompagnait en quelque sorte pendant les lectures.
Il a aussi eu parfois des défunts qui ont parlé durant des lectures, enfin voilà. Une des affirmations, qu'il a données dans ses lectures, qui rejoint donc la conception ternaire de l'être humain, c'est, «Spirit is the life», l'esprit est la vie, et il commençait par là, pour bien montrer que c'est l'esprit qui commence, qui est au commencement de tout. «Mind is the builder», et donc on distingue bien l'esprit du mind. Le mind, c'est le psychisme ou c'est le mental, c'est pas la même chose que l'esprit. L'esprit, c'est la vie elle-même. Le mind, c'est plutôt tout ce qui se fabrique en nous, tout ce que nous pouvons construire en nous-mêmes. Et the body, donc notre corps physique, c'est le résultat. Donc c'est un peu différent de ce qu'on apprend à l'école, hein, ou dans les milieux académiques. Et une autre manière de voir les choses, enfin ça, c'est pas le schéma de Casey, on va voir après, c'est de dire, qu'on va, heu, dans des milieux où l'on présente les 3 niveaux, on va dire, le niveau de base, c'est le body physique, à partir duquel se développe le mind et à partir duquel se développe l'esprit. Ça, c'est le milieu académique qui dirait ça comme ça. Ici, on est plutôt dans l'idée que le mind, il est à double, c'est une interface entre le côté spirituel, où là, on reçoit vraiment l'énergie, la force de vie, et le côté physique, matériel. Le mind, c'est l'interface entre les deux, dans lesquelles les choses se vivent. Alors, la santé et la médecine, on avance un petit peu. Je vais pas vraiment, détailler les questions de santé et de médecine parce qu'il y aura d'autres conférences et on reprendra certainement le sujet de la médecine holistique. Je vous donne des indications un peu générales. Il y a eu un article dans le JAMA, donc le Journal of American Medical Association, en 1978, dans l'éditorial, celui qui a rédigé l'éditorial disait: «Ben, on peut considérer qu'Edgar Cayce, c'est le père de la médecine holistique». Je ne vais pas en dire plus, et qui est basé sur cette conception ternaire body, mind, spirit. Et alors, qu'est-ce que Casey proposait au niveau du body, c'est-à-dire le corps physique, puisqu'on peut aussi dire corps physique, corps psychique, corps spirituel. C'est une dénomination qui, moi, me plaît bien. Comme ça, on dit corps, 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 c'est toujours corps. On a toujours un corps quelque part. Et le body, donc le corps physique, Casey a donné des indications pour utiliser des formules qui existaient en pharmacie, ou il a donné lui-même des nouvelles formules où il disait: «Oui, vous mettez autant de grammes d'essence de ceci, enfin de milligrammes, ou autant de cuillères de telle, solution, ou bien vous mettez 1 milligramme de je ne sais pas quoi, parfois de substances, alcaloïdes, donc qui pouvaient être toxiques, et donc il fallait pas qu'ils se trompent, hein, ou du camphre, de teinture de benjoin, enfin toutes sortes du ginseng, il a parlé de toutes ces choses-là, dans ses lectures, mais il le mettait de manière très précise, ce qui est quand même assez étonnant pour quelqu'un qui a l'air complètement endormi, de vous dire une formule qui aurait pu être exprimée de manière très toxique et que c'était pas, toxique la manière dont il le disait, donc c'est assez étonnant. Il a beaucoup parlé de massage. Il y a une école de massage d'ailleurs à Virginia Beach, il y a de l'ostéopathie, il s'est associé avec un ostéopathe connu qui a écrit un livre très intéressant. Bon, et il a parlé d'exercices physiques de type yoga, et cetera. Il a mis aussi, en formule, enfin, il a donné des indications techniques pour fabriquer des appareils vibratoires, des appareils énergétiques, et il a indiqué aussi que ça serait plutôt, la médecine du futur basée sur, les questions plus vibratoires et énergétiques. On ne va pas entrer dans le détail. Au niveau du mind alors, puisque là, on vient de voir qu'est-ce qu'on faisait au niveau du physique, mais il a toujours dit: «Il faut soigner l'ensemble, c'est pas seulement le physique, il faut soigner aussi le psychique».
Et donc, comment est-ce que notre esprit nous construit? Où on dit le mental est le bâtisseur aussi, on traduit ça de différentes manières. Bien, par nos attitudes, les attitudes de vie, c'est très fondamental chez Casey. On va dire c'est un cognitivo-comportementaliste avant la lettre. Oui, c'est un précurseur de la psychologie positive, si on l'appelle, si on veut l'exprimer ainsi. Il a donné beaucoup d'affirmations positives qui ont une énergie particulière quand on les dit, puisque tous les mots ont aussi un sens et une énergie particulière. Et il disait: «Les idées, comme les pensées, peuvent être criminelles ou faire des miracles. Assurez-vous que vos idéaux soient justes. Suivez-les sans vous soucier des influences extérieures. Ayez l'assurance d'être juste et allez de l'avant». Donc c'est pas rien quand on vous dit que vos pensées, vos idées, ça a une force, qui arrive à faire des miracles ou des crimes, c'est pas n'importe quoi. Mais vous savez qu'il y a le développement actuel aussi de toute cette nouvelle psychologie de l'intention et cetera. Enfin, on va pas, embrayer là-dessus et qu'ici a beaucoup étudié, les rêves, enfin beaucoup, c'est-à-dire il a proposé de travailler sur les rêves et lui-même a fait quelques rêves significatifs. On parlera au moins d'un ou 2 rêves tout à l'heure. Et il a, parlé de la méditation qui n'était pas du tout, dans l'optique, habituelle des traitements à son époque, hein. Et alors au troisième niveau, l'esprit, le spirituel, c'est le niveau le plus important d'après Casey et il a dit que l'être humain était co-créateur. Et c'est très important de toujours mettre le co-créateur parce que dans les groupes New Age, on a une certaine tendance à dire que nous sommes créateurs, ce qui est pas faux peut-être, mais il faut pas trop exagérer en croyant qu'on va changer le monde par soi-même. Donc prenons plutôt la dénomination co-créateur. Et comme il le dit, enfin, il y a plusieurs citations, hein, il dit: «Toutes les guérisons, qu'elles soient mentales ou matérielles, toutes les guérisons viennent du fait que l'on peut, s'unifier en quelque sorte ou harmoniser tous les atomes de notre corps, tout le fonctionnement de notre cerveau, tout ce qui se passe au niveau des nerfs. Quand on peut harmoniser tout cela à l'éveil de la conscience divine ou à l'éveil du divin en nous, parce que le divin réside, comme il dit, dans chaque atome, dans chaque cellule de notre corps. Alors on va dire: «Bah oui, on sait tout ça, on dit tout ça maintenant dans tous les groupes New Age, tout le monde dit ça, ah oui, très bien». Mais n'oubliez pas que tout ça a été dit dans les années 30 ou même, début des années 40, 20, 30, 40. Donc c'est vraiment précurseur par rapport à tout ce qu'on est en train de dire à l'heure actuelle et tout est dit, je crois qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller voir d'autres, conférenciers, si on suit Casey, on a déjà tout le message, hein. Ben, j'ai pas tout traduit malheureusement, mais bon, la plupart connaissent l'anglais et puis je vous le traduis en direct, pas toujours de manière excessivement, académique, mais voilà. Et il dit aussi: «Sachez qu'il y a en vous toutes les capacités de guérison que vous pouvez accomplir pour vous-même. For all healing must come from the divine». On a déjà entendu ça aussi. Toute guérison doit venir du divin. Alors, ça, c'est très intéressant aussi puisque, ça nous donne, l'idée qui sera remise plus loin de la capacité d'auto-guérison de l'être humain. On y est pas mal revenu les derniers temps, parfois aussi avec des exagérations, hein, parce qu'il ne faut pas croire qu'on peut tout faire, hein. C'est pour ça que je disais co-créateur, il ne faut pas croire qu'on va tout changer tout le temps par nous-mêmes uniquement. Voilà et donc il a parlé d'attunement, en traduisant ça aussi par at one man parce qu'il a beaucoup insisté sur l'union, l'unité, l'harmonisation, l'unification avec ce qu'il a appelé de différentes manières. Il a parlé de la source, il a parlé de Dieu, il a beaucoup parlé de Dieu, mais
Dieu, ça passe plus très bien à l'heure actuelle dans notre société, donc je crois qu'on peut dire des mots comme la source, il a employé ce mot-là, ou les forces créatrices, là, il a employé très souvent cette dénomination. Il a utilisé pas mal aussi la conscience du Christ. L'un, il a parlé de Dieu Père Mère, ça c'est parfait parce que il a été un des précurseurs pour dire, ben oui, Dieu, c'est pas ce vieux barbu qui est dans le ciel, et puis peut-être que c'est aussi une femme, ben, et puis finalement, c'est ni un homme ni une femme, hein, c'est au-delà de tout ça, voilà. Et nous sommes dans la co-création. Le psychique, oui, là je passe parce qu'on va aller un petit peu plus loin. Voilà, Casey a fait un rêve pour donner une nouvelle représentation de la conscience. En fait, vous avez vu que la plupart du temps, on représente la conscience comme des petits carrés ou des rectangles qui s'empilent les uns dans les autres, ou des poupées russes ou n'importe quoi, ou bien un cercle, si on est plutôt jungien, on va avoir une sphère, un un cercle. Casey, il a eu un rêve où il se voyait comme un tout petit point, une petite pointe. Et il était dans son être conscient comme une petite pointe, et puis tout d'un coup, tout s'élargissait et il allait ainsi vers l'infini dans un mouvement de spirale. C'est assez étonnant et à la suite de cela, il a eu des lectures à ce sujet-là aussi et heu, on a pu mettre de manière plus précise un peu ce qu'il avait vu. C'est-à-dire qu'on a considéré que la pointe de l'être ici, c'est le conscient et qu'on va alors vers une zone qui est plutôt le subconscient ou l'inconscient. Ici, on a mis subconscient parce qu'en anglais, on parle plutôt de subconscient. Et puis, quand on va vers l'infini, on va vers des zones qui sont plutôt des zones de superconscient, supraconscient, surconscient, on appelle ça comme on veut. Et ça correspondrait analogiquement, si on veut, au physique en bas, au mental au milieu, au spirituel en haut, mais on va reprendre ce schéma parce que, ce qui est assez étonnant, en général, on met l'inconscient en bas et puis on dit, au-dessus de l'inconscient, il y a le conscient et puis il y a le surconscient. Qu'ici, il disait: «La petite pointe là, c'est un petit peu comme la pointe de l'aiguille du tourne-disque. Nous sommes en train de tracer notre vie constamment, on trace notre vie comme la pointe du tourne-disque et c'est ça notre être conscient, l'ici, maintenant, c'est ça, c'est la pointe et quand on va à l'intérieur, on tombe sur des zones obscures, l'ombre, de Jung et tout ce qui concerne le subconscient, l'inconscient qui est le voile dans lequel nous vivons, que nous ne pouvons pas voir notre vrai moi, en quelque sorte le higher self, le moi supérieur, parce qu'on est bloqué là quelque part dans l'obscurité. Mais quand on perce et qu'on va de la petite pointe vers le haut, eh bien, on arrive, au surconscient, à la conscience infinie. Ben, ici, c'est une dia qui s'est interposée, donc ouverture du fini vers l'infini et compréhension que nous sommes plutôt à l'intérieur de Dieu. Je vais vous montrer tout de suite le schéma plutôt qu'à l'extérieur. Voilà. Mais donc, pour qu'ici, on est ici chacun, chaque petite pointe, c'est une personne et nos inconscients sont personnels au départ, mais on voit que nos subconscients, nos inconscients, ils sont en contact les uns avec les autres. C'est là où on peut parler de télépathie, de conscience globale, et cetera. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler l'inconscient collectif, un peu plus haut, où là, il y a l'origine éventuelle des forces psychiques. Et on va dire plus haut, plus haut, plus haut, toujours plus haut, c'est alors ce qu'on peut appeler Dieu. Ben oui, ce qu'on ne connaît pas, qui est impossible à comprendre vraiment. Et donc nous, on baigne en fait dans ce monde conscient, nos petites pointes ici, ben, je vais tout de suite passer au suivant. Voilà, on est tous des petites pointes comme ça, tournées vers le monde, hein, et on croit, c'est un peu la caverne de Platon aussi, hein. On voit le monde et on se dit: «Ah oui, on est là, ben oui, on est tous ensemble, ben oui, c'est bien le monde, très bien». Mais on ne sait pas que c'est derrière nous que tout se passe vraiment, enfin que l'origine de la vie est là,
les énergies fondamentales sont là dans l'inconscient et dans le supraconscient. Et en fait, on baigne dans la matière divine, si l'on peut dire, mais on n'est pas en dehors, on est à l'intérieur. C'est ça aussi l'idée de ce schéma, hein. C'est un petit peu, voilà, j'ai pris ça, c'est des géodes, des d'améthyste ici. C'est un petit peu comme si on était tous des petites pointes de cristaux là, hein, et voilà, quand on est à l'intérieur, on croit que, bah, là, il y a rien d'autre que l'intérieur, hein. Mais voilà, nous, on fait partie d'une énorme géode et ici, c'est tout petit, mais il faut voir ça aux dimensions de l'univers, hein. Alors, on avance un petit peu. Ouais, un petit peu. J'espère qu'on me laissera 3 minutes de plus. J'ai mis ici quelques livres de base pour, le futur, pour le nouvel âge et cetera. John Van Auken a beaucoup parlé de ça. Heu, Mark Thurston, qui est un des piliers de l'EHARI aussi, hein, c'est un des livres, mais c'est un livre qui date de 1997, hein, 97, hein. Ce sont des livres parfois anciens et un livre de Callahan aussi. Il y en a un, plus récent là, après l'an 2000, de Peter Weiss, et il y a un livre sur le changement des pôles, terrestres, mais écrit en 1980. Donc ce sont des livres qui reprennent, un peu tout ce que Casey a dit sur des prédictions concernant la Terre et l'évolution de l'humanité. Donc c'est à ça que nous en arrivons. Donc c'est le sujet que je vais légèrement développer, heu, en donnant quelques exemples, précis, et puis aussi alors un tableau plus général du New Age ou du Nouvel Âge. Quand je dis Nouvel Âge pour Casey, New Age, quand je dis New Age, c'est un petit peu partir dans tous les sens, c'est moins valorisant, je trouve. C'est ma manière de voir les choses, évidemment. Voilà, donc prédiction. Quand je dis prédiction, ce sont des choses que Casey a dites avant qu'elles se produisent et qui se sont révélées exactes, en tout cas pour le crash boursier en 1929. Il l'a prédit quelques mois à l'avance, il a dit comment ça allait se passer. Il a aussi prédit la guerre mondiale de 40-45. En 1936, il a dit qu'il y avait ce danger. Il faut faire très attention, je le dis tout de suite, que Casey a rarement donné des prédictions globales, disons, pour l'humanité ou pour des groupes ou des choses générales, en disant: «Ça va certainement se passer comme ça». Il a dit pratiquement toujours: «Si les conditions restent comme elles sont à l'heure actuelle, alors cela va arriver». Et à certains moments, il y a évidemment des choses qui deviennent inévitables, hein. Quand vous avez une avalanche qui est déclenchée et que vous êtes à 10 kilomètres de là, que vous la voyez, qu'elle part d'en haut, vous savez très bien qu'elle va arriver en bas. Au moment où l'avalanche est déclenchée, c'est trop tard, hein. Alors, il a parlé aussi de destruction de villes. On met souvent ça en évidence dans les livres un peu sensationnels sur Casey. Il a prédit que New York allait disparaître, que San Francisco, Los Angeles aussi, mais ça, ce n'est pas arrivé. Or, il avait donné une tranche horaire, entre 1958 et 1998. Ben, on peut y revenir, si on veut analyser. Il a parlé aussi de la résurgence de l'Atlantide, vers, les années 68-69, et des salles d'archives de ce qui reste de l'Atlantide. Là, on ne les a pas encore découvertes, mais il a dit que ce serait peut-être pour bientôt. Enfin, tout ça est en rapport à la fois avec la construction de la Grande Pyramide, donc de Gizeh, sur le plateau de Gizeh en Égypte, ce qu'on appelle la Grande Pyramide, et aussi avec le Yucatan, et aussi avec Bimini, on va voir ça, donc dans les Bahamas. Heu, oui, la Russie, on va voir. Dans les choses archéologiques, qui se sont révélées exactes aussi, qu'ici a parlé des rouleaux de la mer Morte bien avant qu'on les découvre, puisqu'il est mort en 1945, et les rouleaux ont été découverts en 1948-49, je pense, et encore maintenant, je crois qu'on en découvre encore.
Mais donc ça veut dire que là, il y a vraiment des choses, très précises qui ont été dites et aussi avec des indications de ce qui se trouverait à l'intérieur, donc de ce qu'on allait pouvoir y découvrir comme information, hein. Alors il a parlé de la Russie, on va y venir dans un instant. Il a eu un rêve particulier que je vais vous expliquer et alors il a parlé de catastrophes géologiques éventuelles, pole shift, c'est-à-dire le changement de pôle. Il y a 2 changements de pôle possibles, comme vous le savez. Il y a le changement de pôle magnétique qui pourrait, qui n'est pas catastrophique du tout pour la vie, qui pourrait ne pas avoir beaucoup d'impact, mais qui pourrait aussi en avoir parce que ça pourrait créer des distorsions électromagnétiques très importantes. Et alors il y a le fait de basculer et que le pôle, sud, par exemple, devienne le pôle nord, enfin que la Terre bascule sur elle-même. Ça serait aussi une possibilité, mais enfin beaucoup moins probable. Tout cela, je ne vais pas vraiment en discuter. Parce que, voilà, je vous montre ici une, capture d'écran que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein. C'est un petit reportage, tout à fait sérieux puisque c'est National Geographic, où on a découvert des structures apparemment, régulières, très anciennes, à Bimini, une dizaine de mètres en dessous du niveau de la mer. Et il est très difficile de les interpréter comme étant, des structures naturelles. Donc on se dit: «Ben, voilà, ça correspond». Ça a été découvert justement en 1968 et je ne sais pas du tout où ça en est à l'heure actuelle. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Mais donc ça correspond à ce que Casey a dit et qu'il y aurait des vestiges quelque part de ce qu'on appelle l'Atlantide. Alors, on passe maintenant à son rêve de 1936. En 1936, il était dans un train et il a rêvé qu'il était, né, de nouveau en 2158. Très étonnant puisqu'il donne une date très précise, 2158. Il serait né, au Nebraska, qui à ce moment-là se trouverait à côté de l'océan, donc il se voit enfant. Il dit: «Ah mais j'ai été Edgar Cayce 200 ans plus tôt, ah voilà, il faudrait chercher, si c'est moi» et cetera. Et donc il y a des scientifiques qui arrivent, pour l'examiner avec des longues barbes, des petites lunettes, presque pas de cheveux et ils l'emmènent dans une espèce de cigare métallique, à très grande vitesse. Un objet volant, genre cigare métallique, ça vous dit peut-être quelque chose? On dirait: «Oh là là, il y a des soucoupes volantes à ce moment-là» et il commence à voyager un petit peu partout où il avait été, dans sa vie antérieure. Il arrive au-dessus des USA où l'eau est dans la plaine des USA. Après ça, il interprétera comme quoi les grands lacs, l'eau des grands lacs a percé, de le Mississippi, enfin toute la plaine du Mississippi est devenue sous eau jusqu'au golfe du Mexique, enfin voilà. Et puis on découvre à Virginia Beach, en effet, des documents qui montrent que oui, Edgar Cayce, oui, oui, il a bien existé, c'est lui et cetera, voilà. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails et l'interprétation alors du rêve, et parce que, après qu'il ait rêvé ça, il a dit: «Mais on pourrait peut-être faire une lecture à ce sujet-là» et son entourage a dit: «Bah oui, c'est vrai, parce que qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il y aura, des changements comme ça en Amérique?» Mais en réalité, l'interprétation de son rêve, c'était: «Écoutez, n'ayez pas peur, tout peut arriver, mais vous n'allez pas disparaître». C'est-à-dire, en fait, ce rêve est arrivé à un moment où Casey se posait des questions sur lui-même et sur son avenir et il revenait, je crois, il avait été, je sais plus s'il avait été interrogé par la police ou un truc comme ça et donc il se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ma vie et pourquoi je fais tout ça et est-ce que, ça vaut la peine de continuer?» et cetera et donc ce rêve en lui montrant qu'il y a un avenir et que peut-être aussi dans l'avenir, on pourra dire: «Oui, oui, Casey, c'était quand même quelqu'un qui a existé» et cetera. C'était pour le rassurer en quelque sorte,
le réconforter dans sa peur de ce moment-là dans sa vie, voilà. Mais dans l'interprétation du rêve, il était dit que, en effet, il y aurait très vraisemblablement des changements géographiques importants aux États-Unis. Que, voilà, sans donner de date précise non plus. Alors, un truc un peu intriguant. Donc, un truc intriguant, c'est qu'il a quand même parlé de la Russie, non pas parce qu'on lui a demandé: «Tiens, est-ce que Poutine, va devenir l'empereur du monde entier?» Non, non, on ne lui a pas parlé de tout ça, mais on lui a demandé, parce que c'était l'époque de l'Union soviétique, on a dit: «Et qu'est-ce qui se passe avec l'Union soviétique?» Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit: «Du développement religieux de la Russie», j'ai mis Russia, «viendra le plus grand espoir du monde». Alors si on lit ça, on se dit: «Oh là là, c'est incroyable», surtout qu'à l'époque, ils étaient soviétiques, donc c'est c'était un petit peu étonnant de dire une chose pareille. Mais il a expliqué qu'en effet, la Russie devait évoluer, qu'elle allait peut-être se reconvertir au christianisme et ce qu'on lui a demandé aussi, c'est alors les relations des États-Unis avec la Russie. Et Casey a dit: «On pourrait dire oui et non, c'est-à-dire est-ce que les relations vont être bonnes ou mauvaises?» Il a dit: «On ne sait pas parce que ça dépend. Il faudrait un changement total dans l'attitude des 2 nations comme puissance financière et économique dans le monde». Et il a ajouté que pour ce qui est des ressources naturelles, la Russie surpassait toutes les autres nations. Mais donc ça veut bien dire, et ça il l'a répété très souvent quand on parle de l'avenir, on ne peut pas, donner des prédictions tout à fait précises parce que ça dépend de l'état d'esprit des personnes et ça dépend de l'état d'esprit des Américains par rapport aux Russes et des Russes par rapport aux Américains. Pour le moment, on voit que c'est pas du tout, gagné, hein. Alors, on doit aller un peu plus loin. Donc, est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce qu'il y aura le feu? Parce que là, on fait référence à tous les gens qui écrivent sur les futures catastrophes du monde et le Kali Yuga et le monde va être renouvelé par le feu, etc. Casey n'a pas parlé de troisième guerre mondiale, mais il a quand même dit, on ne sait pas, ça dépend comment l'être humain réagit. C'est l'être humain qui a son destin en main. Et donc les lectures sur la Russie ne donnent pas de date bien précise, ni de résultats bien certains. Et comme il le dit dans d'autres lectures, la paix commence en soi-même. Maintenant, tout le monde dit ça aussi, hein, il faut d'abord établir la paix et l'harmonie en soi et aussi autour de soi pour que la paix s'installe dans le monde. Alors, je vais aller très rapidement maintenant pour la vision du nouvel âge. Comme on a dit, Casey était le père de la médecine holistique, mais il est aussi d'une certaine manière le père d'une espèce de théologie holistique. Il a mis le nouvel âge en rapport avec ce qu'on appelle l'âge du Verseau. Cet âge du Verseau, pour Casey, est centré sur l'unité de l'homme, de la nature et de Dieu, donc sur l'interconnexion. On parle beaucoup de connexion, d'interconnexion à l'heure actuelle. Casey en a parlé. Et donc le fait que chaque être humain a un accès direct et personnel à Dieu, ça c'est assez fondamental aussi, puisque toutes les religions nous disent il faut d'abord passer chez nous, il faut passer par l'Église catholique, il faut passer chez les musulmans, il faut passer chez les juifs, il faut passer par ceci, il faut passer par cela, sinon vous n'allez pas avoir la délivrance ou l'illumination et être accepté au paradis. Ben, Casey nous dit que chaque être humain peut avoir un accès personnel à la divinité, à Dieu, et il a appelé le nouvel âge aussi le Golden Age of the Lily, l'âge d'or du lys, de la fleur de lys. C'est une dénomination parce que le lys est un symbole de pureté, d'innocence. C'est un nouvel âge qui peut apparaître, qui va peut-être apparaître. Ça dépend de nous.
Et donc c'est un avenir plus collectif, une époque de pureté où on va mieux comprendre notre véritable relation avec le Créateur. Casey dit que ça va pas se faire d'une fois comme ça en disant: «Oh là là, ça y est, tout le monde a l'illumination», hein. C'est quelque chose de progressif, il faut, travailler là-dessus. Et donc ce sera un moment aussi où chaque individu réalisera sa responsabilité. C'est important de savoir que nous sommes responsables les uns envers les autres. Il doit y avoir la plus grande considération pour chaque individu, chaque personne, chaque âme, comme on dit, étant le gardien de son frère. Voilà. Il dit aussi que ça montre ou que ça produira, si nous sommes dans cet état d'esprit, qu'il y aura une mise à niveau, qu'il y aura une espèce d'égalité qui pourrait se mettre entre tous les êtres humains. Quand on voit l'idéal liberté, égalité, fraternité de la France, hein, dans l'emblème de la Révolution française, on en est très, 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 très loin à l'heure actuelle, je pense. Et donc, il ne faut pas croire que ça va se faire en un jour, hein. Et donc, changement progressif, je parle de Woodbury, toutes les informations, bibliographies, tout ça, vous pourriez les avoir si vous posez la question, entre autres à Jean-Jacques Surbeck. La vision du nouvel âge selon Casey, c'est que l'individu s'ouvre au collectif. Aussi, ce qui a été dit dans l'Évangile, en fait, hein, le karma se transforme en grâce. C'est-à-dire, Jésus, il a dit aussi qu'il est venu non pas abolir la loi, donc le karma ne disparaît pas, mais il transforme la loi. Il permet que la loi devienne l'amour, c'est-à-dire la grâce, le fait que Dieu, si on lui demande, peut intervenir et transformer les individus humains. La prière est complétée par la méditation, puisqu'il a beaucoup parlé de méditation. La rédemption de la chair, c'est quelque chose qui est mal compris aussi, qui n'a pas été mis en évidence beaucoup par l'Église. Donc, on n'est pas dans l'idée de la libération du plan terrestre, mais plutôt de dire le corps physique a de l'importance. C'est un peu dommage que le christianisme n'a pas transmis ce message fondamental du Christ de la bonne manière, si je puis dire. Et il a parlé beaucoup de la conscience du Christ, qui est l'image archétypale de l'homme en Dieu. En fait, c'est, selon l'optique keysienne, si on dit, ou de Casey, c'est le Christ qui est lui-même l'archétype. Donc le Christ n'est pas un dérivé d'archétype, il est lui-même l'archétype, au-delà des religions. Voilà. Bon, ben ça, c'est pour dire que oui, la conscience du Christ, c'est important et comme l'a dit Jésus, on fera des choses plus grandes encore que lui. Je reviens sur l'un, qui ici a parlé beaucoup de l'un, qu'il faut travailler pendant 6 mois quand on commence le travail spirituel. Il faut commencer par faire des méditations sur l'un, mais je mets oneness parce que ça sonne mieux en anglais. Un oneness et puis un O, ça fait, un tout, un O, voilà. Alors, il a dit aussi: «Celui qui n'est pas capable d'aimer son ennemi n'a pas encore fait un pas sur le chemin spirituel». Alors là, ça, je crois que c'est un peu trop fort, donc on va passer à autre chose. Parce qu'il y a parfois des choses difficiles, hein, à comprendre ou à vivre. Donc la vision du nouvel âge, ben voilà, oui, c'est un âge de purification, hein, le lys, interconnexion globale, contact direct avec le divin. Personne ne possède Dieu, évidemment, Dieu, il est là pour nous tous, mais il est là aussi en tant que personne, ça j'insiste, c'est pour ça que je dis conscience du Christ et conscience de Dieu parce que on risque dans le New Age de prendre Dieu pour une espèce d'énergie. On recharge sa voiture électrique, on branche, son GSM pour remettre de l'électricité. Casey a dit: «Oui, Dieu, c'est une espèce de centrale électrique, mais c'est quand même aussi un être vivant». Donc il ne faut pas, considérer Dieu comme un objet, hein, il ne faut pas avoir cette notion utilitariste de Dieu. «Ah, j'ai demandé à l'univers et l'univers m'a donné. Oui, oui, donnez-moi, 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 donnez-moi». Non, non, c'est pas ça.
hein, c'est une relation, hein, et ça, c'est une chose que les femmes comprennent beaucoup mieux que les hommes, puisque souvent les femmes disent: «Oui, il m'a considéré comme un objet, ah oui, je suis comme une potiche, oui, je suis rien pour lui, je suis un objet» et cetera. Ça, les femmes sont plus aptes de comprendre que les hommes en général. Ici, une rencontre, ben voilà, c'est fait. La science et la spiritualité se chevauchent. C'est aussi ce que Casey a dit, on peut coupler la science et la spiritualité, c'est pas, antagoniste, hein, ça va ensemble. Voilà, ben, je crois que je vais en rester là parce que, le reste, ce sont des explications supplémentaires sur, ce que je viens déjà de vous dire, hein. J'ai une belle photo ici sur tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein. On voit la lumière d'en haut, la lumière d'en bas, les 2 se rejoignent, hein. Ça rejoint, la table d'émeraude pour les hermétistes parmi vous. Voilà. Et puis voilà, une phrase qui est ici: «La méditation, c'est écouter le divin en soi». Et c'était dit aussi dans l'Évangile, hein, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il a aussi dit, ben, on lui a dit: «Qu'est-ce que c'est la meilleure religion?» Ben, on s'attendait qu'il dise: «Ah oui, oui, les chrétiens, c'est les meilleurs», hein, parce que lui, il est chrétien, il était chrétien à fond. Heu, il a dit: «C'est celle que vous mettez en pratique, voilà, pratiquez, 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 toujours pratiquer». Voilà, la conclusion, ben, il faut pas attendre le futur, il faut le construire et il y a toujours un espoir, mais parfois les quand je vous dis quand l'avalanche est déclenchée, là, évidemment, elle va tomber, il y a pas de possibilité autre, hein. Et nous devons travailler, 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 travailler. Travailler dans le sens de l'altruisme évidemment, aimer son prochain comme soi-même, retrouver le divin en soi, et retrouver la responsabilité individuelle, puisqu'on l'a dit, les pensées, ça peut être des miracles ou des crimes. Voilà, c'est tout. On récolte ce qu'on a semé, c'est une loi immuable, et cetera. Mais malgré tout, il dit qu'on peut transformer les choses en grâce et en pardon par la manière dont nous vivons et agissons dans nos relations avec les autres. C'est très important, il y a toujours ces principes de transformation, voilà, en gardons l'esprit ouvert, et soyons ce que nous sommes, un homme, une femme juste, donc pas essayer d'être des hommes extraordinaires, mais être bien avec soi, avec les autres, avec son couple, être un bon père de famille, comme il disait, un bon compagnon, un homme respectueux, respectable, au service des autres. Il insiste toujours, toujours, toujours sur le fait d'être au service des autres parce que c'est ça qu'il avait comme idéal de vie aussi lui-même. Ben voilà, je crois que c'est terminé et toutes mes excuses d'avoir dépassé un peu le temps, mais c'est vrai que c'est un sujet, puis qu'ici, on n'en finirait pas pendant des heures, hein, des heures et des heures. Merci à toutes et tous pour votre participation active, même si certains se sont endormis, je les ai pas vus, donc merci. Merci à toi, Philippe. Antoine, merci à toi. C'était superbe. Peut-être tu peux arrêter de partager ton écran? Oui, en même temps. Merci beaucoup, c'était fantastique. On peut en Merci, parler Philippe. pendant, on peut en parler pendant des semaines. Y a-t-il des questions ou des commentaires pour Philippe-Antoine? On peut l'écrire dans le chat ou vous pouvez lever votre main. Je vois qu'il y a des chats ici. Merci. Ben, c'est beaucoup de merci, 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 merci à vous. Donc, il y a question dans le chat. C'est pour les changements terrestres, c'est ça? Casey a parlé des changements terrestres, mais il en a parlé à une époque où il était en contact avec cette source qui s'appelait Alaliel et on n'est pas sûr que la source était la meilleure des sources pour donner des informations sur le futur. Toujours est-il que, il n'y a pas eu non plus, d'indication absolue à ce sujet-là. Casey n'a pas dit que ça allait absolument arriver, et il a toujours mis en rapport la responsabilité de l'homme et le comportement de l'homme avec les changements terrestres. Il a même fait la comparaison avec les changements qui peuvent se passer au niveau du soleil.
en disant c'est pas étonnant s'il y a des choses qui se passent au niveau du Soleil parce que l'homme, il n'évolue pas toujours dans la bonne direction. Et donc, voilà, il n'a rien dit d'absolu, mais il a dit qu'il y avait éventuellement un basculement d'épaule. Il a quand même employé le terme de basculement d'épaule. Ça serait évidemment dramatique. On n'en est pas là. Il y a eu des petits changements de pôle, hein, on voit des petits changements. Il y a des changements du pôle magnétique aussi, mais pas dramatiques pour le moment. Mais pour ça, il faut lire alors le bouquin Pole Shift qui détaille un peu tout. Il y a déjà eu, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà eu des changements de pôle magnétique terrestre. Donc ça, c'est une chose qui est connue. Et le fait que la Terre ait basculé, il semble que ça s'est déjà produit aussi. Mais une fois, oui. Merci beaucoup, Philippe. On va passer à la question d'Alice. Alice, c'est à toi. Merci. Enfin, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais d'abord, c'était absolument superbe du début à la fin. Et je dois dire que il me semble que ça a manqué un peu de temps. Je pense que cette partie, justement, la vision du nouvel âge et toute cette seconde partie est tellement importante et tellement fondamentale. Je suis restée un peu sur ma faim, dans un sens, parce que c'était dans les diapos, c'était tout là, mais tu as été obligé d'aller un peu vite. Et j'avoue que je regrette qu'on n'ait pas eu un peu plus de temps pour aller un peu plus lentement parce que c'est tellement important, tellement fondamental et tellement d'actualité disons, je trouve que c'est absolument clé tout ce que tu as dit, chaque lecture, etc. Donc, enfin, disons, je regrette que le manque de temps, tu es obligé à aller un peu vite dans la deuxième partie. Donc, c'est pas une critique, je pense que peut-être à l'avenir, les organisateurs peut-être peuvent laisser peut-être le temps un peu plus fluctuant de façon à ce que éventuellement il puisse y avoir un peu plus de marge pour aborder les choses importantes. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais Comme il y avait beaucoup de sujets à traiter, je pense qu'on fera d'autres conférences où on développera beaucoup plus de sujets comme la santé holistique ou le karma, la réincarnation, etc. Donc là, c'était un sujet global. Ou même reprendre ce sujet. Bon, là, il y avait tout le contexte de Casey et tout, mais peut-être à l'avenir, dans un certain temps, reprendre cette histoire prophétie, nouvel âge et tout. C'est tellement important. Oui. Enfin, juste une suggestion pour On l'avenir. l'abordera lors d'une prochaine conférence. Parce que c'est tellement fondamental et Philippe, tu es vraiment une autorité sur la question, donc un grand merci.